présenter donc Georges Lespérance, québécois de naissance. Vous avez fait vos études de médecine à Nancy en France, puis vous avez complété votre formation en neurochirurgie en Québec en 1984. Vous êtes titulaire d'une maîtrise d'administration des services de santé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et vous avez été professeur adjoint de clinique du département d'administration de la santé de cette même faculté et professeur adjoint de chirurgie. Vous avez toujours été très investi dans l'enseignement universitaire et post-universitaire, aussi bien qu'auprès de médecins pratiquants en milieu semi-urbain. Et vous avez été également conférencier sur des thèmes scientifiques ou éthiques. Vous vous êtes engagé dans l'aide médicale à mourir au Québec dès la promulgation de la loi provinciale du Québec en 2014, dispositions qui ouvriront la porte au même droit en 2016 à tout le Canada. Vous êtes aujourd'hui retraité de la pratique chirurgicale et vous êtes devenu président de l'AQDMD en 2014 afin de poursuivre le travail admirable de sa fondatrice, Madame Hélène Bolduc, qui je crois est connectée ce soir à la visioconférence. Bien sûr, vous êtes aussi membre du comité d'honneur de notre association. Alors, parce que ça intéresse beaucoup ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, dans votre exposé, vous allez nous rappeler la genèse de la loi au Québec, les évolutions qui ont eu lieu en 2021 et celles qui s'annoncent peut-être dans le futur. Je vous donne la parole. Avec un peu de retard, excusez-moi. Alors, merci beaucoup. Bon, évidemment, tout devait fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Pour le partage d'écran. Voilà. Alors, pourquoi l'aide médicale à mourir au Québec et au Canada? Je dois dire d'abord pour le respect du principe d'autonomie de la personne et le respect du principe de dignité. Dans les dernières statistiques que nous pouvons avoir, en 2020-2021, pour 12 mois, 3,3 % des décès au Québec ont été faits par aide médicale à mourir et une immense majorité de la population est favorable à l'aide médicale à mourir. Ici, un tableau d'un sondage qui a été fait par le Collège des médecins du Québec à l'automne 2021 et vous avez à votre gauche ici le pourcentage des médecins qui sont en accord avec l'aide médicale à mourir, donc 73 % totalement d'accord et un autre 15 %, donc tout près de 90 % qui sont d'accord. Et c'est exactement la même chose dans la population, ce qui est assez remarquable. Je dois dire en passant que l'idée de l'euthanasie ou de l'aide médicale à mourir a été soulevée en 2009 par le président du Collège des médecins, c'est-à-dire l'Ordre des médecins ici, le docteur Yves Lamontagne, qui était psychiatre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. Pour les données encore, pour les chiffres, en 2021, vous voyez le nombre de patients qui ont bénéficié de l'aide médicale à mourir à partir de la mise en vigueur de la loi. Et bien entendu, il y a une progression jusque dans la toute dernière année. Encore quelques chiffres. 48 % des aides médicales à mourir se sont données en hôpital dans l'année de référence 2020 à 2021 et 39 % à domicile, ce qui est une grosse variation avec l'année précédente. Et là, bien sûr, il faut probablement compter avec la problématique de la COVID. Mais de plus en plus, nos patients demandent l'aide médicale à mourir à domicile. Oups, excusez-moi. Essentiellement, avant le changement de loi de mars 2021, on va y revenir dans quelques minutes, l'essentiel des gens qui demandaient l'aide médicale à mourir souffraient bien entendu de cancer, quelques-uns de maladies neurodégénératives, neurologiques, physiques. Un bref historique sur la loi 2 au Québec. Il faut dire tout d'abord qu'il y a beaucoup de copier-coller avec la loi belge. Ce qu'il faut bien comprendre dans notre système juridique, c'est que le Québec, qui est une province comme les autres provinces, l'Ontario, etc., a des compétences en santé, alors que c'est le fédéral, le Canada, qui a une compétence dans le Code criminel. Le Code criminel relève du fédéral. Au Québec, le 10 juin 2004, la loi 2 sur l'aide médicale à mourir a été formulée et adoptée, mais ceci en contradiction avec le Code criminel. Et ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, la loi 2 au Québec était basée strictement sur des soins de santé. Et la loi 2 comprenait, outre l'aide médicale à mourir, comprenait aussi
une réglementation sur la sédation palliative continue, sur les directives médicales anticipées et sur les soins palliatifs. Mais entre-temps est survenu, pas entre-temps, mais tout de suite après est survenu en 2015 une décision très majeure de la Cour suprême du Canada à l'unanimité qui déclarait inconstitutionnel, selon la Charte des droits et libertés du Canada, le fait d'interdire l'aide médicale à mourir chez une personne qui le demandait elle-même en toute connaissance de cause. Et la Cour suprême a obligé le gouvernement fédéral à modifier le code criminel, ce qui fut fait le 17 juin 2016. Et donc, nous avons fonctionné sous ce système et au Québec et au fédéral jusqu'en 2019, où est survenu le jugement Gladue-Truchon de la juge Baudouin de la Cour supérieure du Québec, qui a cette fois-ci jugé inconstitutionnel, toujours selon la décision de la Cour suprême et de la Charte des droits et libertés du Canada, le fait que les exigences pour obtenir l'aide médicale à mourir étaient d'être en fin de vie. Et on va le revoir dans quelques instants. Donc, la loi 2 au Québec, strictement sous le sens dans l'ordre de la santé, donc dans le domaine de la santé, et c'est à peu près un copier-coller avec la Belgique, la personne doit être assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, donc évidemment pour éviter le magasinage médical. Elle doit être majeure, c'est-à-dire 18 ans, apte à consentir aux soins. Elle devait être, en 2014, en fin de vie, atteinte d'une maladie grave et incurable, avec un déclin avancé et irréversible de ses capacités, avec des souffrances physiques ou psychiques constantes, non pas un et l'autre, mais ou psychiques, insupportables, ne pouvant être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables. Et ça, c'est à peu près les termes qu'ont repris plutôt les juges de la Cour suprême, que c'est la personne qui juge que les souffrances sont intolérables. Est arrivée la décision de la Cour suprême du Canada qui a dit que l'interdiction de l'aide médicale à mourir dans le Code criminel allait à l'encontre de la Charte des droits et libertés et que cette aide médicale à mourir, elle est légale si certains critères sont respectés, c'est-à-dire si la personne touchée consent clairement à mettre fin à 5 jours, donc l'aptitude, et si elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, incluant affection, maladie ou handicap. Donc, c'est ça, c'est le grand basculement. Ça a été la décision de la Cour suprême, encore une fois, à l'unanimité. Le fédéral a été obligé de modifier le code criminel et il a donc indiqué que l'administration directe par un médecin ou une infirmière praticienne devenait légale et non pas seulement dépénalisée, et que la remise ou la prescription par un médecin ou une infirmière pour un suicide assisté devenait aussi légale. La grosse différence entre le Québec et le Canada qui persiste encore, c'est qu'au Québec, il n'y a que le médecin qui peut donner l'aide médicale à mourir et le suicide assisté ou l'aide médicale prise par soi-même, c'est-à-dire le décès pris par soi-même, ne peut être fait au Québec, alors qu'au Canada, c'est possible. Ceci étant dit, il y a à peu près 10% des décès dans l'ensemble du Canada par aide médicale à mourir qui ont été donnés par une infirmière praticienne. Ceci s'explique beaucoup, en bonne partie, par les très grandes distances et les régions éloignées, alors que le suicide assisté, il y en a eu très, très peu, ça se compte sur les doigts d'une main au Canada. Alors, la loi C-14 qui a modifié donc le code criminel, la loi fédérale, reprend exactement les mêmes critères, maladie grave et incurable, déclin avancé irréversible, souffrance physique ou psychologique et on ajoute existentielle. Mais le fédéral avait ajouté en 2016 que la mort naturelle était devenue raisonnablement prévisible sans qu'il n'y ait de délai. Alors, ça pouvait être quelques mois, ça pouvait être un an et demi. Il n'y avait pas de délai vraiment indiqué. C'était selon le jugement médical. Souvenons-nous qu'au Québec, la loi depuis 2014 indiquait qu'il fallait que le patient soit en fin de vie. Est arrivé, donc nous avons fonctionné comme ça pendant 3 ans. Le jugement de la Cour supérieure du Québec de la juge Christine Baudouin du 11 septembre 2009 indique que les critères de la Cour suprême doivent prévaloir et que les critères de fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisibles sont anticonstitutionnels. Donc, ces deux critères ne sont plus opérationnels. En résumé, qu'est-ce que nous avons au Québec comme au Canada? Il faut que la personne soit assurée comme citoyen pour avoir sa carte d'assurance maladie. Elle doit être majeure et apte, avoir une maladie grave et incurable, avoir un déclin irréversible de ses capacités selon ce que la personne pense et non pas selon ce que le médecin ou qui que ce soit d'autre pense. Elle doit avoir des souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles qui sont intolérables selon elle.
Au Canada, nous sommes repris un petit peu avec cette position de deux types de patients, à savoir si la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Ce sont des termes légaux. Je vous avoue que nous, comme médecins, on a un peu de difficulté avec ça. Puis il n'y a pas de délai non plus. Donc, ça pourrait être une maladie où on sait que de toute façon, ça va aboutir à la mort, ou encore que la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible dans un délai raisonnable. Ça donne quoi? Par exemple, la mort naturelle est raisonnable pour les patients avec mort naturelle raisonnablement prévisible. Elle est non raisonnablement prévisible. Les exemples de maladies, cancer, bien sûr, insuffisance cardiaque, chez les patients en mort naturelle non raisonnablement prévisible, ça pourrait être une sclérose en plaques, toutes les pathologies dégénératives, neurodégénératives physiques. Le délai de réflexion, il est supprimé chez les patients dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. En d'autres termes, vous demandez l'aide médicale à mourir, vous êtes accepté aujourd'hui, vous pouvez avoir le soin demain. Alors que les patients qui sont dans l'autre catégorie, il y a un délai de 90 jours et par la suite, ils peuvent obtenir l'aide médicale à mourir lorsqu'ils le désirent. Quelle est la démarche? Elle est relativement simple. Le patient signe sa demande en présence d'un médecin, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un travailleur social, qu'il soit connu ou non du patient. Ceci n'implique pas un refus de conscience. Il faut simplement que le médecin ou l'infirmière fasse suivre la demande à l'organisme de l'hôpital de la région. Le professionnel a l'obligation déontologique de faire suivre la demande. Un médecin évaluateur va aller voir le demandeur et décide si le patient est admissible ou non. Un deuxième médecin doit aussi voir le patient ou le dossier et indiquer si le patient rencontre tous les critères. Pour l'avenir, nous travaillons beaucoup actuellement pour les prochains mois et nous espérons avoir un projet de loi d'ici un an pour les demandes médicales anticipées pour les patients qui souffrent d'une pathologie neurodégénérative cognitive, Alzheimer et autres. Nous avons eu la chance d'avoir un comité transpartisan de l'Assemblée nationale qui a déposé un rapport remarquable au 8 décembre 2021 et qui est en faveur de l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire qu'une personne qui se fait donner un diagnostic de pathologie neurodégénérative cognitive pourrait obtenir l'aide médicale à mourir à un moment ultérieur lorsqu'elle aura perdu son aptitude. Pour le moment, tout comme en Belgique, une personne qui se fait donner un diagnostic de pathologie neurodégénérative cognitive, mais qui a toute son aptitude, peut obtenir l'aide médicale à mourir en autant qu'elle demeure apte. L'ennui, c'est qu'évidemment, cette personne-là peut perdre quelques semaines, quelques mois, voire une année d'une vie qui sera encore tout à fait intéressante avec sa famille et ses proches. En ce qui concerne les mineurs matures, malheureusement, nous n'avons pas le même accès qu'en Belgique. C'est en discussion. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi on ne pourrait pas avoir accès avec des contraintes, bien sûr, très précises pour les mineurs matures. Et enfin, pour les maladies mentales, le gouvernement fédéral a exclu dans la loi qui a été modifiée l'an dernier les problématiques de santé mentale, mais il doit normalement revenir avec un projet de loi pour les problématiques de santé mentale, mais c'est beaucoup plus difficile, les psychiatres sont partagés, mais c'est sûr que c'est dans le tableau pour ultérieurement. Qu'est-ce qui ne change pas et ne doit absolument pas changer? L'inaccessibilité de l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont inaptes depuis toujours, que ce soit par déficience mentale ou, par exemple, quelqu'un qui aurait eu un traumatisme crânioencéphalique majeur et qui reste inapte et qui n'avait pas fait ses directives médicales anticipées auparavant, ou encore l'inaccessibilité de l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont devenues inaptes. En d'autres termes, les personnes qui actuellement souffrent d'une pathologie neurodégénérative cognitive ne peuvent pas avoir accès à l'aide médicale à mourir dans le moment si elles n'ont pas compléter leur directive médicale anticipée. J'ajouterais un dernier mot par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Les directives médicales anticipées au Québec peuvent être enregistrées directement dans le système de santé et elles ont valeur contraignante. Autrement dit, vous remplissez votre formulaire et vous dites « si j'arrive à l'hôpital inconscient, quelle que soit la raison, je ne veux aucune réanimation, je ne veux pas être placé sur respirateur, etc. » Donc, il y a une valeur totalement contraignante. Ni la famille, ni les conjoints, ni personne ne peut aller contre la volonté bien exprimée de la personne. Un dernier petit point, nous avons depuis 2 ans, je dirais, et j'ai participé moi aussi à une aide médicale à mourir avec don d'organes. Évidemment, c'est plus complexe parce qu'il faut le faire à l'hôpital en conditions de salle d'opération ou presque, mais la famille est là. Évidemment, le délai entre
la mort elle-même et le départ du patient pour la salle d'opération est de beaucoup rétréci pour la famille, mais cela se fait maintenant. Voilà, merci beaucoup. Votre micro n'est pas ouvert, Madame. Je viens de l'ouvrir, OK. mais c'est François Lenormand Il bloque. qui dirige. Alors, il y avait justement, Monsieur Georges Espérance, une question sur est-il possible de donner son corps à la science après l'euthanasie? Vous y avez répondu en partie avec les dons d'organes. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Ben non, c'est tout un processus qui se fait très bien. Il y a toute une équipe qui s'occupe de ce qu'on appelle Transplant Québec et Transplant Canada, qui vient voir le patient, qui évalue les qualités des organes. Et puis, mais après ça, il y a toute une chaîne qui se fait partout, d'abord au Québec, ensuite au Canada, puis éventuellement dans les États du nord-est des États-Unis pour voir qui pourrait être receveur. Et donc, la procédure se fait, c'est bien rodé maintenant, je peux vous le dire pour l'avoir fait moi-même. Par ailleurs, le don à la science, comme les gens disent, de donner leur corps à la faculté, ça s'est fait aussi dans un cas ou deux. Je ne crois pas que ça se fasse très fréquemment, mais ça peut se faire aussi. OK. Alors, est-ce qu'il existe dans votre pays, enfin au Québec puis au Canada, des formations des médecins comme il existe en Belgique, les formations dites EOL? Malheureusement, la formation actuellement se fait de personne à personne. En d'autres termes, ben voici, je me présente, je suis le docteur Jean-Jacques Bise et je voudrais apprendre à faire l'aide médicale à mourir. Ben, venez avec moi pour votre premier cas. On va voir comment on évalue le patient, puis par la suite, comment on procède. Par contre, actuellement, au niveau du Canada, ce qu'on appelle la CAMAP, qui est une association de médecins qui évaluons et qui faisons l'aide médicale à mourir, il y a en ce moment un processus d'accréditation qui est en train de se faire, auquel je participe avec beaucoup d'autres collègues dans tout le Canada pour justement faire de la formation. Mais ce n'est pas encore en vigueur. Alors, une question aussi. Donc, au Québec, on me dit que dans le dossier d'un patient souffrant d'une maladie incurable et dont le dossier a été évalué par le GIS, je pense que vous voyez ce que c'est, et qui se voit refuser l'aide médicale à mourir due à un niveau d'impotence insuffisant, même si de l'avis du médecin évaluateur, le dossier serait recevable, il semble que le niveau d'impotence soit spécifique au Québec. Qu'en est-il et quels sont les recours? Je pense que c'est quelqu'un du Québec qui pose la question. Ouais, ben en fait, le recours, je l'ai vécu dernièrement avec un autre patient. Le recours, il est très simple, c'est de demander une autre évaluation parce qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a personne qui dit nulle part qu'on doit avoir tel ou tel degré d'incapacité. Encore une fois, c'est vraiment cela ce que ressent le patient. Bien entendu, il faut qu'il ait une maladie grave et incurable, mais il n'y a aucune espèce de limitation. Il n'y a pas de liste de maladies non plus. D'aucune façon, il s'agit d'un jugement clinico-médical, point. Et dans un cas comme celui-là, j'en ai entendu parler de quelques-uns, il faut demander une deuxième évaluation, tout simplement. Alors, une deuxième question également. Des étrangers atteints d'une maladie non curative peuvent-ils obtenir l'aide à mourir au Canada? Non, la première condition, c'est d'être, sinon citoyen, au moins d'être accepté et donc d'avoir une carte d'assurance maladie, soit du Québec, soit du Canada. Tout ça pour éviter le magasinage, le tourisme médical plutôt. D'accord. Donc, nous resterons avec la Suisse. Ouais, alors, qu'en est-il? Je pense qu'aussi, il y a une question d'un participant ou d'une participante du Québec. Qu'en est-il de la notion de compliance du patient avec le droit du patient? Donc, un patient non collaboratif et le droit du patient et le pouvoir discrétionnaire du médecin. Dans les hôpitaux, il n'est pas rare d'administrer des médicaments sans que le patient en sache les conséquences, voire opiacés ou douleurs. Et donc, on revient sur le débat du bénéfice contre les effets secondaires, indésirables ou invalidants. Est-ce que vous pouvez… La base première, c'est la relation d'égalité entre le patient, qu'on appelle souvent patient partenaire d'ailleurs, et le médecin. C'est la base ici. Donc, s'il y a eu une problématique comme ça, je pense que c'est très localisé et très personnel. Je n'irai pas plus loin parce que ça m'apparaît vraiment
une condition très, très particulière. Alors, une question que tout le monde se pose, qui est posée par une participante. D'après vous, qu'est-ce qui fait que le Québec, on est arrivé là si rapidement par rapport à la loi en France qui tarde depuis bientôt 30 ans, mais c'est en fait 40 ans que la DMD existe en France. Voilà. Quelles sont les conditions favorables qui vous ont permis de… Alors que vous êtes une… Allez-y, allez-y. Peut-être un coup de pouce de la Belgique, peut-être aussi notre sensibilité, disons, francophone. Je dois dire par ailleurs qu'en ce qui concerne par rapport à la France, le Québec a depuis longtemps mis de côté, sinon botté dehors, tous les aspects religieux à partir de la Révolution tranquille en 1960, ce qui a peut-être amené à certains abus. Mais disons que la religion a vraiment disparu complètement du radar. Et d'ailleurs, les seuls opposants maintenant à l'aide médicale à mourir, ce sont des gens franchement très religieux, les catholiques purs et durs, dont l'Opus Dei. Mais on les connaît. Et puis, bon, on s'en occupe plus tellement. Alors, quelqu'un aussi un participant pose la question du rôle moteur du Québec par rapport au Canada dans cette loi dépénalisant l'aide à mourir. C'est intéressant, merci. Comment vous l'expliquez? Oui, le Québec a toujours été plus progressiste que le reste du Canada. C'est notre côté français, probablement un peu, mais c'est dans ça comme dans plusieurs autres domaines. Et donc, le Québec a été un peu le chef de file que le Canada. D'ailleurs, les Canadiens anglais, au début, quand ils nous regardaient, ils nous traitaient de tous les noms. Puis finalement, la Cour suprême nous a donné raison, en quelque sorte, et a obligé le gouvernement fédéral à modifier les lois. Le plus important de comprendre, c'est que nous avons une Charte des droits et libertés canadienne et aussi au Québec qui emmène très large et où tout est assujetti à la Charte des droits et libertés. Alors, est-ce que l'aide à mourir est aussi répandue dans les autres parties du Canada? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Oui. Alors, un participant revient sur la clarification, l'aide médicale à mourir versus suicide assisté. Est-ce que vous pourriez repréciser l'aide médicale à mourir, l'aide médicale à mourir au Québec ne se fait que par un médecin avec injection de produits intraveineux qui sont exactement, comme disait Maître Hermans, des produits d'anesthésie générale. Tous ceux qui ont une anesthésie générale ont exactement les mêmes produits. Et puis, alors que le suicide assisté, c'est vraiment une association de généralement phénobarbital ou pentobarbital, mais comme je vous dis, il y en a eu très, très, très peu. Et au Québec, ce n'est pas permis. Donc, au Québec, on n'a que l'aide médicale à mourir donnée par un médecin. D'accord. OK. Alors, un participant propose plutôt que de parler d'aide médicale à mourir, de changer de vocabulaire et de parler de soins de fin de vie. Oui, ça c'est pratiqué… certain que c'est mon ami Yvon Bureau que tout le monde… Oui. Pour bien vous cacher. En fait, il a bien raison. On parle toujours de soins de fin de vie, c'est vrai. Mais dans les soins de fin de vie, il y a les soins palliatifs, il y a la sédation palliative continue et il y a l'aide médicale à mourir, que moi, je n'ai pas de problème pour appeler aussi euthanasie. Hein, mais disons qu'il y a des sensibilités culturelles, fait qu'on fait attention aux sensibilités culturelles. Mais c'est tout à fait vrai. Voilà. Est-ce que cette aide médicale à mourir au Québec, elle est payante? Comment ça se passe? Il y a des tarifs qui sont mis, là, c'est régulé par la Régie d'assurance maladie. Ce sont des tarifs qui ont été négociés avec les médecins, tout simplement. Donc, oui, il y a des tarifs. Ce sont des honoraires qui sont donnés. Il n'y a pas de dépassement. Ce n'est pas dans le privé non plus. C'est strictement public et totalement régulé. Alors, une participante pose aussi la question de savoir si le don d'organes, donc des personnes qui accèdent à l'aide médicale à mourir, est-ce qu'il y a un seuil d'âge au-delà duquel on ne donne plus les organes ou est-ce que c'est… Non, c'est vraiment tous les mêmes critères que pour donner les organes de façon habituelle. Ce sont des critères, bien sûr, de pathologie et de santé des organes. Évidemment, un patient cancéreux métastatique est éliminé d'emblée,
Mais par exemple, de Oui. plus en plus, ce qu'on va voir, c'est les patients avec des pathologies neurodégénératives physiques, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, etc. Ces patients-là sont, permettez-moi de dire ça de même, sont d'excellents donneurs d'organes. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. Ça leur donne non seulement la sérénité de savoir qu'ils vont avoir l'aide médicale à mourir, mais en plus, ça leur donne une espèce de justification pour eux-mêmes et pour les familles. Et j'en ai eu un encore il y a 3 semaines. Et vraiment, ça apporte un élément positif dans tout ça, si je puis dire ça de cette façon-là. Alors, quelqu'un aussi, une participante demande que vous précisiez le rôle de votre association, puisque ça, tout a l'air bien installé. C'est une Quel est le association, rôle des une association citoyenne bénévole et qui nous permet de faire des pressions politiques et publiques. Par exemple, dans ces jours-ci, enfin ces semaines-ci ou ces temps-ci, c'est pour favoriser d'avoir une loi le plus rapidement possible sur les directives médicales anticipées, l'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée chez les personnes souffrant de maladies neurodégénératives cognitives. Voilà. Donc, votre rôle, c'est un rôle moteur, en fait, pour faire évaluer la loi. Tout à fait. Et nous sommes même subventionnés par le gouvernement du Québec depuis 1 an. C'est formidable. De quelqu'un qui, effectivement, note que les procédures, disons, sont longues lorsqu'on va à l'étranger. Et donc, elle demande comment peut-on les accompagner. Je voudrais redire que le choix est à l'écoute justement de ces questions via son adresse courriel, via son numéro de téléphone, et que vous pouvez toujours nous adresser vos questions et vos demandes d'aide, et nous nous efforçons d'y répondre. Notamment avec Madame Nathalie Andrews, qui est en Belgique et qui donc peut faciliter beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous, ça fait partie de notre rôle que d'être à l'écoute de vos questions sur ce plan. Nathalie, si tu veux dire un petit mot. Voilà, je vais conclure cet après-midi. Jacqueline Hermans, Georges L'Espérance, Jean-Jacques Bise et Jean-Jacques Schoenkert, nous vous remercions vivement pour ces interventions qui ont apporté un éclairage fort intéressant et positif sur l'aide à mourir, qu'elle se nomme, suivant le pays, euthanasie, aide médicale à mourir ou suicide assisté. Merci aussi à Denis Labelle d'avoir brossé un tableau très clair de la situation actuelle en France et de ce que nos compatriotes souhaitent. Nous vous rappelons à tous que très prochainement, une rediffusion de cette rencontre sera disponible sur le site du Choix et notre chaîne YouTube, ainsi que sur le site de la World Federation et aussi celui des associations représentées aujourd'hui. Au cours de la visioconférence, plus de 300 personnes se sont connectées par moment et certaines ont posé des questions. Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore en poser, le choix est à leur disposition pour y répondre par courriel ou téléphone ou transmettre ces questions aux intervenants qui étaient là aujourd'hui. À ce sujet, d'ailleurs, je rappelle le nom des associations suisses qui acceptent d'aider les malades étrangers: Life Circle, Ex International, Dignitas et Pegasos. Leurs coordonnées sont indiquées sur notre site, tout comme celles des associations représentées aujourd'hui. Au pays des droits de l'homme, la bataille est longue et difficile. Espérons que bientôt, nous pouvons toujours rêver, il ne soit plus nécessaire de s'expatrier pour mourir dans le respect de notre choix et de notre devise qui est, certains l'ont peut-être oublié au niveau des gouvernants, liberté, égalité, fraternité. Chers amis, adhérents et sympathisants, au plaisir de vous retrouver pour d'autres réunions publiques ou visioconférences. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.